Bienvenue à tout le monde et bonsoir Yao. Bonsoir, Christelle. Tout d'abord, bonne fête. C'est la Bonne fête des pères. fête, Père. Tu es artiste, tu es père. Exactement. Et puis, je t'ai proposé de parler en fait de cette période de confinement. Donc, nous sommes en déconfinement, mais il y a eu quand même une période de 2 mois et demi, voire 3 mois de confinement pour ceux qui sont restés chez eux. Et l'idée, c'est donc le sujet, c'est l'art en plein confinement, entre fragilisation, résilience et créativité. Donc, mon point était qu'il y a eu énormément de paramètres qui ont été pris en compte, notamment concernant la vie des artistes, la vie des galeristes, la situation des musées, etc. Donc ça, c'est le point concernant la fragilisation. Et donc, je peux en dire davantage dans le sens où fragilisation veut dire pas de vernissage, plus d'exposition et plus de visites d'ateliers. Donc, ça crée forcément une perte de revenus énorme pour tous les acteurs culturels et certainement les artistes. Qu'est-ce que tu penses de ce constat? Oui, alors d'abord, je voudrais te remercier de l'organisation de ce live chat qui est une première pour moi. Ouais, pour moi aussi. Hein. Voilà, qui est une première pour nous. Et donc, nous sortons justement d'une crise, où nous y sommes d'ailleurs, on n'est pas encore totalement sortis. On y est encore, tout à fait. Donc voilà, nous sommes sortis du confinement, mais nous sommes encore dans cette crise inédite et sans précédent, et qui a été pour nous vraiment un choc. Nous avons vécu un choc. Nous avons vécu comme un moment, un temps vraiment en suspens, un temps suspendu, et nous avons été tous surpris par l'ampleur, je dirais, de cette crise. Alors, voilà. Je vais peut-être me présenter d'abord. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. Alors, je m'appelle Yao Mitoko, donc je suis peintre sculpteur franco-togolais. J'habite en France depuis 1985 à peu près, donc ça fait 35-36 ans que j'y suis. Et je suis né d'une fratrie de 9 enfants et marié et père de 2 enfants. Donc voilà, j'ai mon atelier à Saint-Denis où je travaille régulièrement, un petit atelier mais où je fais de la bonne cuisine artistique. D'ailleurs. Je confirme, je confirme. Voilà, Christelle. Donc voilà. Effectivement, nous sortons nous y sommes encore. Hein. Nous sommes dans une période très très difficile et psychologiquement pour nous les artistes, parce que il est bien vrai que l'artiste souvent, surtout pour ce qui concerne les peintres, nous travaillons souvent en confinement. C'est curieux, c'est paradoxal. Nous travaillons de façon confinée, mais nous avons vécu une période où nous avons eu des sentiments vraiment assez mitigés. Alors que, voilà, parce que nous étions un peu assignés quelque part à travailler dans ce confinement et parfois sans inspiration. Voilà. Oui, donc, voilà. Donc, ça a été... Oui. Ça a été difficile, sachant qu'il y avait ce virus, hein, il faut quand même en parler, qui était menaçant, où on a été contraint de s'adapter, de faire avec, et de, comment dire, faire face sans précédent. Et donc, j'en profite du coup pour me présenter. Je suis Christelle Akoué. Donc, je suis fondatrice d'une association que j'ai créée il y a 15 ans qui s'appelle Courrier Art, qui visait à promouvoir l'art contemporain africain et la culture africaine. Donc, c'est par ce biais qu'on s'est rencontrés il y a déjà 15 ans. Où donc tu as soutenu l'association. Nous avons souvent travaillé ensemble. Et par la suite, donc il y a quelques années, je me suis spécialisée et j'ai obtenu un diplôme
en tant que chef de projet culturel. Et le but maintenant de ma démarche est l'accompagnement d'artistes et la curation et forcément le développement de projets culturels. Voilà. Et donc, on en parle maintenant. Le problème, c'était en fait donc cette fragilisation a causé énormément peut-être de stress également, énormément de stress, une sorte peut-être de blocage aussi au niveau de la créativité, parce que l'urgence c'était comment faire pour se protéger. Donc on est confinés, il y a encore des personnes qui sont confinées à l'heure actuelle. Et comment faire maintenant pour aller de l'avant et faire preuve peut-être de résilience, justement, pour essayer de créer et trouver d'autres passerelles. Alors, moi, j'ai reçu un certain nombre de newsletters, de galeristes qui se sont adaptés. Ils ont proposé des expositions virtuelles. Il y a eu par exemple African Arty qui a proposé des newsletters en focus sur un artiste, je crois que c'était un artiste par semaine, un artiste qu'il représentait. Il y a l'espace, enfin je pense que tu connais le magazine Art Absolument. Oui, oui. Il y a aussi un espace dans le 13e qui a proposé une œuvre, un artiste. Je crois que c'était tous les jours. Et vu la demande, ils se sont retrouvés à présenter 42 artistes. Et maintenant, étant donné qu'il y a des problèmes économiques, ils vont proposer une exposition virtuelle et une vente aux enchères via la maison Piazza. Voilà, donc il y a eu des alternatives comme ça. Photo Fever, qui est connu pour, c'est une foire qui présente des photographes, a aussi proposé un jour une œuvre et elle mettait le prix de la photographie pour les potentiels acheteurs. Très bien. Voilà. Il y a eu un certain nombre de démarches comme ça. Il y a eu également des expositions virtuelles. Donc, les galeries ont investi pour proposer l'exposition de leurs artistes virtuellement sur leur site. Donc, il y a eu également cela. Et les musées se sont également adaptés. Ils ont proposé également des expositions virtuelles tout au long du confinement. Donc, il y a eu ces possibilités-là. Au niveau de la résilience, parce que ce n'était pas prévu au départ, on sait que les galeristes veulent que l'on vienne, d'où l'idée des vernissages, etc., des visites privées. Et il a fallu s'adapter, tout simplement. Et je ne sais pas si tu as eu d'autres échos de collègues à toi qui peut-être ont essayé de trouver des idées. Il faut dire que c'est vrai que le Internet, le numérique a été vraiment le support par lequel les interactions ont été les plus pertinentes. Ça, c'est vrai. Alors, il se pose juste un problème, c'est celui des droits aux images. Je ne sais pas, voilà, parce que effectivement, nous recevons très souvent des sollicitations soit d'artistes ou soit de commissaires d'exposition qui nous proposent d'exposer nos œuvres virtuellement. Mais ce qu'il y a, c'est que je me demande comment est-ce que la valorisation de ces images qui circulent un peu partout sur les réseaux sociaux se fait. Peut-être qu'il y a quelque chose qui doit évoluer dans ce cas-là, parce que les œuvres circulent, les images circulent. On sait très bien qu'il y a des chartes au niveau sur les réseaux sociaux où quand vous mettez une image, il est très souvent, on le sait très bien, les images parfois ne vous appartiennent plus parce que elles circulent un peu partout et vous devez souscrire justement aux chartes de ces réseaux sociaux qui du coup possèdent ces œuvres-là quelque part, en partie. Bien sûr. Voilà, il y a cette question qu'il faut que les artistes posent légitimement pour voir comment la législation sur la valorisation de ces images qui circulent partout. Et donc, moi, je suis, en même temps, c'est un support qui permet de vulgariser, de
de montrer à une échelle, mais vraiment très, très grande, d'amplifier d'ailleurs le travail des artistes au regard du monde. Mais en même temps, c'est de se dire que si les artistes ne sont pas bien protégés, pour ceux qui n'ont pas de statut, parce qu'il y a des artistes qui n'ont pas un réel statut social, bien sûr, malheureusement, ils n'ont pas la maison des artistes ou la SAIF, qui va récolter les droits sur leurs images. Donc, je pense que il faut voir en filigrane aussi ce problème qui est réel. Et beaucoup d'artistes sont contents de montrer leur travail, mais comment est-ce que ce travail qui est montré, qui circule, est valorisé, au-delà du fait que ce sont des œuvres qui peuvent être vendues. Bien sûr, ils sont faits pour être vendus, mais il y a aussi des droits à l'image qu'il faudra effectivement voir. Ça, je m'appelle à mes amis, mes confrères artistes, mes consoeurs artistes, pour qu'ils aient aussi un regard là-dessus. Bien sûr, voilà, les plateformes numériques ne sont pas des espaces comme ça neutres. Il y a toute une économie sous-jacente. Et donc, il est très important comment fonctionnent les mécanismes pour que la protection de leurs images soit quand même valorisée d'une certaine manière. Voilà. On en revient à la valorisation de l'artiste. La valorisation de l'artiste, la valorisation de ses œuvres et surtout la protection, effectivement. Exactement. Et c'est important aussi de parler justement de la dématérialisation des œuvres parce qu'il y a les ventes en ligne, donc qui ne sont pas mis forcément sur Facebook, mais sur les sites mêmes. Les sites mêmes, et c'est souvent ce que les maisons de vente font, mais ça reste quand même assez temporaire. Et ils mettent un petit encart, quelque chose qui n'est pas facilement visible. Donc, je pense qu'ils sont de toutes les façons habilités. Ils ont des avocats du droit à la propriété qui sont forcément là pour les épauler. Et c'est vrai que les galeries ayant moins de moyens, les galeries d'art qui veulent bien faire, bien sûr, c'est toujours dans l'idée de la vente et de soutenir une économie. Elles n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir des conseils juridiques par rapport à ça. Donc je te rejoins tout à fait là-dessus. Oui. Et j'en reviens quand même un peu à la fragilisation parce que c'est la fête de la musique aussi aujourd'hui. Oui. Nous sommes tous, à moins d'être vraiment psychorigides, nous sommes tous des passionnés quand même de musique. Et on en vient au spectacle vivant. Oui. On en vient au spectacle vivant, aux artistes, les musiciens, les chanteurs. Donc moi qui suis une passionnée de chant, une ancienne chanteuse de gospel, j'ai suivi beaucoup de lives de chanteurs qui en fait ont pris, qui ont décidé de faire des lives depuis chez eux ou depuis un studio. Il y a eu des initiatives aussi de prépaiement pour pouvoir soutenir l'artiste. Et mais le problème, là où cette crise a vraiment été néfaste, c'est pour le monde du théâtre, le spectacle vivant, le monde du théâtre. Où là, à l'heure actuelle, on sait que visiblement, ils ont dans un certain nombre de théâtres qui vont ouvrir, ils ont dû enlever des chaises par rapport à la distance, distance sanitaire, ce qui fait un manque à gagner énorme. Et il y a énormément de polémiques autour de ça parce on sait que dans les commerces, ce n'est pas limité. Le nombre de personnes ne sont pas limitées. Les gens vont faire leur achat et donc on leur demande tout simplement de respecter la distance sociale et de porter un masque. Mais qu'en est-il des théâtres? Donc ça, c'est une question qui reste à poser et à débattre et il faut trouver des solutions, bien évidemment, pour le spectacle vivant. Je pensais que c'était important de le mentionner. Et
Concernant également donc la résilience, j'ai un peu regardé ce qui a été fait en Afrique, notamment au Sénégal. Il y a l'Institut français du Sénégal qui a proposé, je crois que c'était récemment, il y a quelques jours à peine, ce qu'ils appellent le salon Gay Bee. Donc, ça veut dire le cercle. Je suppose que je ne le prononce pas bien. Je pense que c'est en Wolof. Ouais. Et c'est toute une démarche où ils proposent une exposition, donc de plusieurs artistes, la confrontation avec le public, donc j'imagine en respectant les distances bien sûr, et une remise de prix symbolique. Il y aura aussi, je crois, un jury qui sélectionnera un artiste. Donc, c'est dédié essentiellement aux Sénégalais et à la diaspora. Oui. Et le parrain est Soli Cissé. D'accord. Qui, voilà, que tu connais, bien sûr, que nous connaissons. Bien sûr. Voilà, qui soutient cette démarche. Soli Cissé qui soutient cette démarche. Donc le salon Gay ou Bee, je pense, le cercle. Et le prix pour le lauréat sera, si je ne m'abuse, de 150 000 francs CFA, si j'ai bien vu. Très bien. Donc j'ai trouvé que c'était une démarche vraiment, vraiment très intéressante, qui motive et qui permet également, comment dire, de faire vivre le monde de l'art, du moins au Sénégal. Au Togo, j'ai vu des vidéos qui ont été faites pour le Goethe Institut. Je ne sais pas si tu as vu. Non, j'ai pas. Qui s'appelle, donc ça a été fait en avril 2020 et ça s'appelle Artistes en résilience. Ah oui, donc voilà, c'est ça. Et donc ce sont des artistes, donc pas que des plasticiens d'ailleurs, du spectacle vivant, qui présentent qui présentent leur travail, qui expliquent qu'ils sont effectivement, il y en avait qui étaient dans leur atelier, donc on voyait que ils essayaient quand même de créer, et la démarche était comment dire, un soutien en fait. C'était un soutien, pas forcément comment dire, pécunier, mais un soutien moral. Et j'ai trouvé cette démarche formidable de la part du Goethe Institut. Oui. Voilà. Mais oui. Ce que révèle cette crise, justement, dans cette fragilité, c'est, il y a une équation, c'est quelle est notre capacité, peut-être à réinventer d'autres, réinventer des choses, parce que il faut dire aussi que le monde est parti quand même dans un couloir où on se rendait bien compte que à un moment donné, ça allait imploser au niveau de la surconsommation, au niveau peut-être parfois des problèmes de respectabilité des uns, l'exploitation des uns sur les autres. Et on voyait bien qu'il y a quelque chose qui allait mal tourner, et cette crise a mis vraiment un coup d'arrêt et nous oblige peut-être à réinventer de nouvelles pratiques en termes de relations. Comment est-ce qu'on se respecte? Comment est-ce qu'on coopère ensemble? Quels sont les mots de coopération? Les mots de solidarité? Il y a des choses à réinventer. D'ailleurs, on était obligé de réinventer ces choses. Moi, je me rappelle, et je ne pouvais pas aller travailler dans mon atelier, et j'ai une amie qui est à côté, qui m'a ramené des feuilles. J'ai travaillé avec du café chez moi. Elle m'a ramené des feuilles. Oui, j'ai travaillé avec du café parce que je ne pouvais pas aller dans mon atelier, et ça débordait dans ma tête, et ça pouvait imploser. Donc, elle m'a ramené quelques feuilles et j'ai travaillé là-dessus. Et j'étais vraiment, j'ai beaucoup apprécié qu'elle ait pu braver quand même l'interdit. Elle a dû inventer un truc comme quoi elle allait faire des courses, et puis elle m'a ramené un carnet de feuilles et j'ai travaillé là-dessus chez moi. Et voilà. Et en même temps, cette crise nous oblige aussi à faire sens dans ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire pour faire. Il faut qu'on fasse des choses qui prennent sens. Il faut qu'on fasse des choses
qui ouvrent de vraies perspectives. Il faut l'éparpillement, parce que j'ai l'impression que nous sommes rentrés dans un monde où on veut tout faire, on fait tout et on ne fait rien. Il y a peut-être des priorités que nous devons peut-être... Voilà, dans cette notion de résilience, je vois tout ce travail qui doit être fait, choisir des partenaires qui nous respectent, voilà, ne pas disperser nos énergies et peut-être aussi regarder l'Afrique différemment, comment dirais-je, faire en sorte de mobiliser des nouvelles ressources pour l'Afrique et placer l'Afrique au cœur de l'émergence. Donc, il y a toutes ces idées-là sous-jacentes qui... Bien sûr. Après, il faut peut-être, je ne sais pas si on peut hiérarchiser les priorités, puisque tout est urgent actuellement. Tout est urgent, voilà. Il y a des urgences sanitaires, il y a des urgences économiques. Exactement. Effectivement. Mais c'est intéressant ce que tu dis, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable. Oui, vas-y. Je prends là la casquette d'une galeriste. Oui. Mais j'aurais envie de te dire, mais je te respecte en tant qu'artiste, je respecte tous les artistes, mais on a besoin de vendre parce qu'il y a eu l'allocation de la galerie. Les galeristes ont dû continuer à payer, j'imagine, leur location. Il y a cette problématique aussi au niveau des artistes. Au niveau des artistes, je ne parle même pas des salles de concert où j'ai cru entendre qu'il y avait des salles de concert qui peut-être allaient qui allaient fermer. Oui. Donc, on est quand même dans une urgence économique et on l'a bien vu avec le discours du président. Ah oui, oui. Où voilà, il y a une urgence économique et comment faire alors? Comment faire si donc on veut les galeristes veulent vendre, bien sûr. Oui. Les artistes veulent créer, mais ils aimeraient vendre, mais en même temps, ce que j'entends, ce que tu me dis, c'est que tu n'es plus prêt en fait à t'investir sous n'importe quelle condition. Donc ça reste compliqué en fait. Ben, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Si vous demandez à un artiste qui a déjà un parcours d'aller faire une petite exposition dans un petit lieu, il va vous dire, mais non, il y a des artistes dont je ne citerai pas le nom ici, quand vous les invitez pour exposer, il y a un cachet. Voilà, vous allez inviter 3-4 artistes et vous allez voir qu'il y en a un qui a un cachet, mais les autres n'ont pas. Parce qu'effectivement, ils sont pas placés sur le même pied d'égalité. Il est évident qu'il faut arriver à trouver quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais nous devons inventer quelque chose ensemble avec les galeristes. Parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression que les rapports n'ont pas été équitables. D'accord. Oui, je le dis parce que nous travaillons. Moi, j'adore les galeristes. Bien sûr. Que tu connais, je veux pas. Et du moins, grâce aux galeristes, beaucoup d'artistes émergent. Et ce que devraient faire aussi nos institutions, parce qu'il y a les galeristes, mais aussi nos institutions qui doivent pouvoir créer les conditions, créer un environnement qui soit favorable à l'émergence des artistes et des artistes. Donc, je pense que c'est tout un ensemble. Il y a le travail des galeristes parce qu'effectivement, il faut que les artistes aient ces tuteurs, parce que c'est eux d'ailleurs qui font la côte, qui les aident à faire leur côte. Exactement, j'allais y venir. Voilà. Ah oui, ça c'est vraiment je dirais le pivot pour qu'un artiste puisse à un moment donné émerger et à un niveau, je dirais, d'excellence. Ouais, il faut qu'il puisse travailler avec les galeristes. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y a ces galeristes que ces artistes émergent à un niveau, je dirais, supérieur. Et il y a les côtés, mais il y a aussi nos institutions. Tu as parlé tout à l'heure de l'Institut Goethe, ou les instituts français ou autres que nous connaissons un peu partout, qui font la promotion et qui, effectivement, octroient des bourses aux artistes, notamment des artistes africains, qui peuvent partir pour des résidences à l'extérieur ou font des résidences de création avec un cachet ou alors qu'on leur trouve des espaces dans lesquels ils peuvent valoriser leur travail. Voilà, je pense qu'il y a tout ça
qu'il faudra peut-être, comment dirais-je, tout cet environnement qu'il faudra avoir et les rendre un peu plus pertinents. Mais l'artiste doit être, puisque c'est lui qui apporte la matière première, c'est lui, quand même lui qui produit ses œuvres. Il faut peut-être voir un peu le regard qu'on porte quelque part, parce que je discute beaucoup avec les frères, les amis artistes, et qui parfois se sentent un peu en position de faiblesse et qui doivent accepter justement toutes les... Voilà. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas faire autrement puisque ce n'est pas eux qui font le marché, mais je pense qu'il va falloir qu'il y ait un regard plus bienveillant, qu'on revoie un peu les choses. C'est vrai que c'est très difficile. Hein. Bien sûr, sans te couper, c'est en fait c'est la démarche de, enfin, comment dire, des porteurs de projets comme nous, des personnes qui sont en mesure d'accompagner les artistes. Voilà. J'en ai connu alors je ne sais pas s'il est connecté parce qu'il il est anglophone. Je l'ai rencontré à la cage, un jeune homme américain mais d'origine nigériane qui fait ce travail-là d'accompagnateur d'artistes, de conseils, d'accompagnement vers les galeristes pour en fait permettre de déplacer le curseur vers la bonne direction. C'est-à-dire que, et j'ai même lors de la foire ACA, also known as Africa, au Carreau du Temple, j'ai donc rencontré des jeunes artistes ghanéens qui sont en fait internationalement, qui commencent vraiment à exploser aux États-Unis. Beaucoup habitent d'ailleurs aux États-Unis. Oui, la plupart habitent aux États-Unis. Et il y en a un qui me disait, mais bon, sans comment dire, sans filtre, que lui, il n'est plus prêt, il n'est pas prêt à faire des concessions. C'est-à-dire que c'est vrai que bon, il y a cette démarche qui est un peu peut-être tabou dans le milieu, où le galeriste va demander une certaine orientation à l'artiste par rapport aux ventes. Oui. Par rapport à ses clients. Clientèle. Et donc à sa clientèle, voilà. Et donc l'artiste en question, le jeune artiste disait non mais moi je ne veux plus, je ne veux pas faire ça. Si on me demande de produire par exemple 6 œuvres, j'en produirai que 4 parce que je n'ai été inspiré que par jusqu'à 4 œuvres et je ne ferai pas plus. Alors, donc là, c'est un peu l'inversion. C'est un peu l'inversion des forces, j'allais dire, mais peut-être qu'il faut pas de dogme absolu à ce niveau. Il est bien évident que quand tu vois des artistes qui ont été portés à un niveau tel et qu'ils sont reconnus par le marché et qu'ils ont une catégorie d'œuvres qui est appréciée et que la galerie demande que l'artiste puisse produire les œuvres dans cet esprit. Bon, je pense qu'il faut arriver à couper la poire quand même en deux. Parce que nous sommes dans un milieu où les artistes souvent sont, comment dirais-je, avec leurs difficultés, finissent parfois à développer, je dirais, des sortes d'angoisse qui les amènent à de mauvaises appréhensions dans la relation qu'ils ont avec soit les galeries, soit les institutions. Il faut que les artistes fassent un effort. C'est vrai que nous sommes dans un environnement qui est difficile, où comme le rapport de force ne nous est pas toujours favorable, parce que ce n'est pas nous qui contrôlons, qui maîtrisons le marché, mais on nous porte. Donc, quelque part, quand vous êtes porté, ben, il est bien évident que vous devez quand même respecter la personne qui vous porte. Donc, il y a une dialectique et un équilibre à trouver entre celui qui vous porte. Et voilà, même si c'est vous qui amenez la matière, vous savez que sans galeriste, il est difficile de passer à une certaine étape. Donc, je pense qu'il faut arriver à conjuguer de façon intelligente et à terre parfois les susceptibilités, parce que je suis un artiste, je connais beaucoup d'amis artistes qui ont une très grande susceptibilité et qui parfois plombent les relations avec des gens qui sont les portés, soit des associations, ou soit les galeries, ou soit les institutions. Beaucoup de gens essaient de travailler avec les artistes, avec certains artistes,
et puis non pas parce que pour des questions de ou de voilà. Donc je crois qu'il faut arriver à trouver un équilibre. Bien sûr. Mais après, c'est la question humaine. Hein. Il y a des artistes difficiles, il y a les galeristes difficiles, il y a des artistes qui sont souples et des galeristes souples. Donc, mais nous sommes à la croisée des chemins. C'est que nous sortons d'un confinement qui nous a tous cassés, quelque part. Donc, il faut qu'on redéfinisse les règles d'une coopération et d'une collaboration intelligente et saine. Et c'est peut-être ça qu'il faut arriver à résoudre. Ça ne va pas être simple parce que chacun essaie de tirer un peu la couverture. C'est ça, c'est un peu. Mais je crois c'est normal, c'est légitime aussi. C'est ça. J'ai une question de Négus qui est bienvenue à tous, qui est slammer, artiste slammer. Alors, je vais essayer de récupérer. Les galeristes influencent-ils aussi les thèmes que doivent aborder les artistes? Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, effectivement. Mais quand un galeriste a une clientèle qui est portée sur un aspect du travail de son artiste, il est bien évident que le galeriste est là aussi pour vendre. Il est là pour promouvoir son artiste, mais il est là aussi surtout pour vendre son artiste. Donc, s'il a un marché où effectivement il y a un aspect de son travail qui fonctionne, mais le galeriste est tenté de dire produis-moi des œuvres dans cet esprit. Je trouve que c'est légitime. Ce qui n'est pas légitime, c'est que ce qui n'est pas bien, c'est qu'à un moment donné, il y a une exclusivité telle que l'artiste ne puisse plus, à un moment donné, respirer. C'est ouvrir des chemins nouveaux et explorer des champs nouveaux. C'est ça. Donc, l'artiste devient, du coup, prisonnier, quelque part, de son galeriste. Alors qu'en réalité, le galeriste n'est pas là pour emprisonner son artiste. Il est là pour permettre à l'artiste de s'épanouir au maximum. Bien sûr. Voilà. Les lois du marché sont pas... Oui. J'ai remarqué quand même que de nombreux artistes maintenant coopèrent avec plusieurs galeristes. Il y a quand même une certaine démocratisation à ce niveau. Il n'y a plus vraiment, c'est quand même assez rare maintenant qu'il y a un contrat exclusif. Ça arrive encore, mais ça se démocratise beaucoup plus et ça laisse une certaine souplesse également à l'artiste. Qui peut encore utiliser son inspiration, enfin être créatif et être inspiré. Il faut trouver les équilibres. C'est ça. Créer pour créer, et puis effectivement atteindre la pleine réalisation de son travail artistique et trouver des espaces pour pouvoir être dans le marché. Moi, je pense qu'on peut trouver des équilibres. Si l'artiste n'est que dans l'art pour l'art, il est très évident que il est parfois difficile de rencontrer une clientèle. Voilà. Donc, on est tenté parfois de regarder où ça se joue. Alors, le risque, c'est de se retrouver avec une catégorie de gens qui, parce que il y a une demande dans ce sens, tout le monde se met à faire la même chose parce que on sait qu'il y a une clientèle pour ça. Alors, ce n'est pas un risque, c'est un risque, c'est une réalité d'ailleurs. C'est souvent ce qui se passe. Exactement. Souvent, quand on visite les galeries et les foires, on voit des similitudes entre les artistes. Alors, Négus, après la question est pourquoi l'artiste crée? Est-ce pour apporter une vision au monde ou pour vendre seulement? Il y a les deux. Moi, si tu me permets de répondre, pour moi, il y a les deux. Il y a en fait l'aspect de l'artiste engagé. L'artiste engagé qui va en fait proposer une vision du monde. L'artiste engagé va proposer une vision du monde et va rester sur sa ligne. Donc, créer en fonction de l'actualité, en fonction de de ce qu'il croit viscéralement et ne pas s'arrêter en fait à la vente. Ne pas s'arrêter à la vente. Et il y a aussi
il y a aussi l'artiste qui est plus dans une démarche commerciale. On peut dire ça comme ça, dans une démarche commerciale et qui va créer pour vendre. Et c'est tout à fait légitime aussi. Donc ça, c'est ce que je pense. Et c'est une démarche aussi qui peut s'entendre. Qui peut, oui, s'entendre, tout à fait. C'est ce que je pense. Ouais. Alors, moi, oui, pour continuer, moi, je dirais que d'abord, le but de l'art, c'est effectivement surtout de l'artiste, c'est de se projeter par rapport à une vision qu'il a de du monde ou de son travail. C'est d'abord la vision. Et ensuite, il y a un marché qui, effectivement, récupère un peu le travail. Bien sûr. Quand l'artiste est dans son atelier et qu'il travaille sur ses concepts et tout ça, il ne voit pas le chèque tout de suite. Non. Il ne voit pas le chèque tout de suite. Ce qu'il voit d'abord, c'est quelles sont les perspectives que je peux me donner à partir des éléments que j'ai en main et par rapport à mon esprit, par rapport à ce que j'ai envie d'exprimer, à mes émotions. C'est dans un premier temps, dans la cuisine, ça se passe comme ça. Et lui, il s'aperçoit qu'il fait partie quand même d'un environnement où on n'est plus à l'époque où pour avoir sa couleur, on part dans la nature chercher. Voilà, aujourd'hui, les matériaux sont déjà calibrés, sont déjà dans les rayons, tout est privatisé. Vous ne pouvez pas aller dans une forêt ramasser des feuilles comme vous voulez ou aller à la plage ramasser des choses comme vous voulez. Voilà, donc nous sommes rentrés dans un monde où l'économie oriente quelque part notre démarche artistique. Donc, à quel moment est-ce que l'artiste arrive à se créer un sanctuaire? C'est à lui de voir comment est-ce que son travail de création et sa façon de s'inscrire dans le monde reste quand même pour lui un sanctuaire. C'est à lui de trouver cet équilibre-là. Mais le marché, de toutes les façons, le marché, il est fait de demandes et d'offres. Malheureusement ou heureusement, le marché, il est ainsi. Et c'est à l'artiste de voir comment est-ce que il se positionne par rapport à ce marché, comment il fait en sorte que l'art soit pour lui épanouissant, mais en même temps qu'il puisse continuer à trouver les ressources qui lui permettent de continuer à produire, à se produire et à s'épanouir et à être en relation, à ancrer son travail dans le monde. C'est ça, cet équilibre-là, il faut le trouver. C'est pas facile, mais il faut le trouver. Non, mais je pense que, excuse-moi, ce qui résonne en moi, c'est les résidences. Il y a des artistes qui vont en galerie, enfin qui sont, comment dire, dont les œuvres sont vendues en galerie, qui ont des contrats en galerie, mais qui de temps en temps ont des opportunités de résidence, ne serait-ce qu'une semaine ou plus. Et ça permet, je pense, de faire le point et de faire abstraction de toutes ces particularités économiques et pour pouvoir créer justement. Il faut toujours un socle. Il faut toujours, je crois, pour ce qui me concerne, par expérience, que l'artiste a toujours besoin d'un minimum de socle sur le plan économique. Sinon, à un moment donné, moi j'ai vu beaucoup d'artistes qui ont baissé les bras parce que ils avaient pas les moyens de payer leurs ateliers, d'acheter leur matériel, normalement, de payer leur maison parce que ils étaient à fond dans leur travail artistique, mais malheureusement, il n'y avait pas tellement de revenus. Et donc, du coup, à un moment donné, bon, qu'est-ce qui se passe humainement? On abandonne. Donc, pour ne pas en arriver là, il faut aller trouver le juste équilibre. Comment garder, pour moi, c'est l'équation, comment garder son âme tout en comment jouant dans ce. C'est un jeu, c'est un jeu. Oui. Parce que l'enjeu, là où il y a enjeu, oui, là où il y a des enjeux, aussi le jeu. C'est un jeu savant pour garder son âme, parce que si l'artiste n'a pas son âme, il y a des artistes qui leur travail, c'est l'expression d'eux-mêmes. Ce sont des artistes qui sont engagés parce que c'est eux qui se projettent quelque part. Donc, si
il y a un ordre qui vient à chaque fois, il ne se réalise plus. Ou alors ils se réalisent, mais ils finissent très très mal. On les trouve dans l'illumination. Ils sont illuminés dans leur petit coin. Ils font de très belles choses, mais c'est des choses qui parlent à eux et qui peuvent parler à quelques-uns. Mais voilà. Comment rencontrer Alors, il y a Négus qui a mis si le marché, si c'est le marché en fait qui décide ce qui a de la valeur, n'est-ce pas la disparition de l'art engagé? C'est vrai que ça ne disparaît pas. Parce que l'art engagé, je dirais la personnalité de l'artiste, et l'art, c'est un sanctuaire quand même. Ça reste un sanctuaire. C'est pour ça qu'il faut, dès le début, très tôt, engager les enfants dans une démarche pédagogique pour qu'il y ait cette transmission, je dirais, des valeurs, du beau, l'éthique, de la beauté, qu'ils puissent apprécier la nature, qu'ils puissent voilà, danser, chanter, peindre. Voilà, très vite, il faut inscrire les enfants dans ces démarches que je vois dans les écoles maternelles en France ou partout en Occident. On le fait très bien. Il faut qu'en Afrique, nous puissions aussi inscrire dans nos politiques culturelles et artistiques ce genre de démarche. Et donc, du coup, la question de l'engagement, elle est inhérente, elle fait partie prenante de soi et elle ne se perd pas parce que, voilà, on vit son art. Moi, je vois en Afrique, les femmes, quand elles chantent, voilà, elles ne sont pas obligées toujours d'aller dans un, je sais pas moi, dans un club, mais elles chantent parce que dès le début, avec leur maman à la maison, elles ont appris à chanter et donc, du coup, voilà. Après, on peut se professionnaliser. Mais l'art engagé, le marché aura du mal à tuer l'art engagé dès lors que cet art est vraiment engagé. Voilà. Moi, je pense qu'il y aura effectivement toujours de l'art engagé, mais qui quand même restera un petit peu en marge des marchés, etc., à moins que ce soit un parti pris, donc du galeriste. Je pense il y a quand même des... Oui. Il faut de l'intelligence. J'ai suivi un documentaire très intéressant sur les artistes chinois, les artistes engagés. Mais on voit le niveau de la pensée tel, parce qu'il faut savoir qu'ils ont été, c'est un peuple aussi qui a connu des moments difficiles dans le temps. Difficile. Avec les artistes ont su, avec intelligence, conceptualiser comment dirais leur relation à la politique, leur relation à la société, leur capacité à insuffler, je dirais, une autre façon de voir les choses. Parce qu'ils ont ils ont souvent affaire à une politique qui n'est pas toujours, comment dirais-je, qui ne négocie pas toujours tout, où ils ont dû faire preuve d'imagination. Et j'ai été très, 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 très impressionné par la qualité esthétique et par les concepts qu'ils ont développés pour justement continuer leur engagement, mais en toute subtilité. Voilà. C'est tout un cheminement. Ça, il va falloir peut-être aussi que nous, pour ce qui concerne les artistes, pour ce qui concerne les artistes africains, il va falloir trouver le truc. Parce que nous avons affaire souvent à des, comment dirais-je, à des politiques qui ne comprennent pas toujours nos démarches. On va trouver des formes pour continuer ce travail, ne pas baisser les bras. Moi d'ailleurs, hier, en ouvrant, hier, j'ai vu un artiste, et tu as dû voir Richard Laté, qui a fait une bien sûr. Tu as vu ça, il a fait une performance artistique en allant sur les marchés vendre des beignets. Ah! Eh bien oui, alors il avait sur sa tête des casseroles et puis des seaux remplis de beignets, de je ne sais quoi, et de l'eau, et qu'il allait vendre. Donc c'était une performance artistique en écho à une décision, parce que apparemment le problème du Covid a eu des effets très très durs sur les artistes au Togo en particulier. Donc le ministre proposait, pour aider les artistes, une sorte de... C'était pas une mauvaise intention en soi, une sorte de
solutions pour que les artistes aient plus, au lieu de vivre dans la pauvreté, pour certains d'entre eux, qui se reconvertissent. Donc, ça a fait un tollé. Excuse-moi de te couper. Oui. Justement, quand tu m'as dit ça, j'ai essayé de comparer avec la France. Oui. Et figure-toi que depuis 2-3 jours, le ministère de la Culture propose, donc ça c'est pour tous les artistes qui nous écoutent en ce moment, propose, donc là on parle de la France, propose des mesures d'aide pour les artistes. Oui. Tout secteur confondu. Exactement. Donc il y a un fonds de solidarité, report de loyers locaux, remise gracieuse d'impôts, modulation ou report des cotisations sociales, indemnité journalière, modulation des cotisations retraite. Oui. Donc, il faut vérifier en fait ce à quoi vous pouvez prétendre et en fonction des secteurs d'activité. Donc là, ce qui peut nous intéresser, ce sont l'art plastique. Il y a un fonds d'urgence fonds d'urgence KNAP. Oui. Voilà. Qui est proposé et ainsi de suite pour la musique, la radio, etc. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site du ministère de la Culture parce que là, ils ont vraiment agi. Et il y a également le street artiste qui s'appelle C215 qui est allé voir voir des personnalités politiques, j'imagine, du ministère de la Culture pour évoquer le cas des street artistes qui donc c'est un positionnement, donc ils sont engagés effectivement, comment dire, la plupart du temps ils créent dans la rue, donc ça s'est démocratisé, maintenant on les voit dans les galeries, mais c'est quand même un statut qui n'a pas encore été reconnu au niveau des protections sociales. Donc là, c'est aussi en discussion. Voilà. Donc, ce sont des choses qui peuvent être faites, mais il faut y penser. Et il faut effectivement que, encore une fois, les artistes ou des porteurs de projets ou des personnes qui sont du milieu comme moi ou comme d'autres évoquent le sujet, notamment pour le Togo ou pour d'autres pays d'ailleurs, parce que j'imagine que les conditions sociales de protection sociale peuvent être aussi difficiles pour d'autres dans d'autres pays au niveau des artistes. Et c'est un sujet qui doit être évoqué effectivement. Alors, il nous reste que 2 minutes 20. C'est allé très très vite. On était passionnés. Alors, je ne sais pas comment on va faire. Je pense qu'on va couper là parce que c'est la fête de la musique. Mais je voulais juste montrer que Yao est aussi engagé, un artiste engagé. Justice, stop à la violence, sincérité, paix, fraternité, humanité. Par rapport aux actualités que l'on connaît, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe aussi en France. Donc, on ne va pas revenir sur tout ce qui est en train de se faire, mais c'est un engagement aussi. Ce que tu as fait, ça nous a tous touchés. C'est un engagement aussi de parler, de montrer que ces causes-là sont importantes. Et je pense que pour presque finir, après je te donnerai la parole, il te restera une petite minute, c'est que le silence n'aide pas, de toutes les manières. Si moi j'ai essayé de créer quelque chose, l'association il y a 15 ans, c'est parce que je voulais valoriser la culture africaine et les artistes africains. Et je l'ai fait à ma manière et je suppose que de nombreux artistes ont pu se faire connaître par le biais de l'association. Et on a tous un rôle à jouer. On a tous un rôle à jouer d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, je te laisse finir. Il reste très peu de temps. Mais moi, je dirais tout simplement que effectivement, il va falloir que nous poussions la qualité esthétique de tout ce que nous faisons. Et
ça qui va orienter le regard que le monde portera sur nous. J'exhorte mes frères et sœurs, et en particulier en Afrique, à faire ce travail-là. Il faudrait que dans les choses que nous entreprenons, surtout pour ce qui concerne les artistes, nous puissions les faire jusqu'à ce qu'il y ait une bonne finition. Et aussi dans nos rapports, dans nos relations avec les autres, notre attitude peut orienter le regard que les autres portent sur nous. Donc, il faut que nous ayons des attitudes de respectabilité et que nous soyons très exigeants sur le retour que nous pouvons avoir. Donc, un travail fini, un positionnement clair et respectueux, et en même temps que nous soyons vraiment travailleurs. Et c'est à ce titre-là, c'est à ce titre que nous allons pouvoir nous en sortir, parce que le monde avance, l'Afrique vit des moments difficiles, mais en même temps, celle de une très grande créativité qu'il faut agglomérer toutes ces énergies, faire en sorte aussi de transmettre aux jeunes générations la quintessence de ce que nous avons et faire en sorte que ces générations qui arrivent aussi puissent porter et ouvrir de nouvelles perspectives pour oui. Donc c'est un peu mon message. La question de la transmission, elle est très très importante. Et la question de la valorisation de notre patrimoine. Il faut qu'on arrive à bien valoriser ce que nous avons de bien, d'excellent, et c'est ainsi que nous allons pouvoir nous positionner sur le concert du monde. C'est vrai que c'est important de ne pas oublier d'où on vient et d'essayer en fait de garder un cap vers la terre-mère. Donc c'est important. On a la possibilité de faire le lien. C'était l'objectif de Coréard à l'époque. C'est l'objectif aussi de Yahoo qui a fait un lien, le lien que l'on connaît, en faisant des allers-retours entre le Togo et la France et un passage par une institution que l'on connaît. Et c'était vraiment. D'ailleurs, j'en profite puisque là on a encore un peu de temps. J'en profite vraiment pour te remercier, te féliciter pour ce que tu as fait. Je sais, j'ai vu les coulisses. Je sais que c'était pas évident et j'en viens aussi au dernier point que l'on peut aborder vraiment avant de conclure. C'est la situation de l'artiste, donc qu'il soit d'origine africaine ou pas d'ailleurs. C'est que on est dans une position où l'artiste devient entrepreneur. C'est un artiste qui devient entrepreneur, un artiste qui devient porteur de projet, parce que les solutions qui lui sont proposées, des fois, ne lui conviennent plus, tout simplement. Oui. Et c'est très important, effectivement, d'avoir ce processus-là et de chercher les aides. Les aides, encore une fois, je reviens comme moi ou comme d'autres institutions qui sont là, même des mécènes. Nous pouvons parler de mécènes. Il y a encore des mécènes qui sont sous une autre forme, mais ils sont là et ils sont prêts à aider les artistes, que ce soit d'ailleurs des plasticiens ou des chanteurs. Ouais. Il y a un certain nombre de mécénats. Il y a une certaine façon de faire qui est différente d'il y a quelques années. C'est-à-dire que le mécénat peut se faire de façon informelle aussi. Et c'est très important d'essayer de trouver des portes d'entrée pour pouvoir évoluer. Voilà. Donc, écoute, je pense que on a dit l'essentiel. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour la confiance. Merci beaucoup, Christelle. Merci pour voilà. Et je te souhaite encore une bonne fête des pères parce que les artistes aussi ont des vies de famille. Merci à nous. C'est très important de le signaler. Et puis, à très bientôt. À bientôt, Christelle. Merci. Allez, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.